Bien, bonjour à vous tous, merci de votre invitation. Alors, je vais faire une petite intervention qui va s'inscrire à la suite de ce que viennent de dire les deux premiers orateurs, Gustave et Florian, et en fait revenir sur la notion de développement qui est en amont justement d'une nouvelle conception de la coopération internationale. Alors, je vais revenir là-dessus, mais en passant très rapidement sur la première partie des diapositives que j'ai prévues, parce qu'elle recoupe très largement ce que les deux premiers orateurs ont dit, donc je vais les faire défiler plus rapidement que certaines sur lesquelles je m'arrêterai un petit peu plus. Alors, effectivement, quand la notion de développement s'est imposée dans la communauté internationale, il y avait plutôt une idée qui était à la base des premières théories sur le développement, selon laquelle la croissance économique était une condition nécessaire, mais surtout pas suffisante, du développement. Et cette idée-là, elle a accompagné finalement toutes les premières théories, toutes les premières stratégies de développement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, jusqu'à ce fameux virage dont a parlé Gus dans son intervention. Mais peut-être qu'il faut aujourd'hui s'interroger sur la pertinence de cette première idée, voir si elle répond toujours aux contradictions que nous avons sous les yeux. Et c'est autour de ces petits questionnements que je vais centrer mon intervention, en vous montrant, pour ça que je m'aide un peu de technique, en vous montrant que sur 2 siècles, l'extraordinaire croissance mesurée par le PIB par habitant, dans le monde, mais avec une extraordinaire aussi inégalité entre les grandes zones du monde, dont vous voyez quelques éléments chiffrés, grossiers, qui sont mis à l'écran, entre des multiplications du produit par habitant par 30 pour certains pays en l'espace d'1 siècle et demi, et puis des multiplications à peine par 2 ou 3 à l'autre bout du monde. Bon, mais ça c'est connu, donc je ne m'y appesantis pas trop. Mais je vais commencer à m'interroger, mais là rapidement, parce que les deux premiers orateurs l'ont déjà dit, pourquoi donc la permanence de ce développement, la durabilité de ce développement pose question aujourd'hui, pour 3 séries de raisons sur lesquelles je vais passer très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. J'ai mis là quelques éléments chiffrés sur la permanence de la pauvreté et des inégalités. Ce sont des éléments qui sont très connus et qui figurent dans tous les rapports internationaux dont nous disposons aujourd'hui, et notamment les rapports du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui publie chaque année donc un rapport et dont la répétition, dont les termes répétitifs ne laissent sans doute pas, puisque depuis près de maintenant 20 ans qu'il y a ces publications, les résultats sont à peu près les mêmes, avec là aussi des discriminations spécifiques pour certaines catégories de population, dont la population féminine en particulier, dont la population des petites filles, qui ont beaucoup plus difficilement accès encore à l'école dans certaines régions du monde que les petits garçons. La planète est dévastée, c'est le deuxième aspect qui maintenant saute aux yeux pour le monde entier, avec ici un petit graphique qui vous montre encore l'extraordinaire différence de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, mesurée ici en équivalent carbone, où l'on voit que l'écart là aussi est extrêmement important entre les habitants des pays les plus riches et les habitants riches des pays les plus riches et les habitants pauvres des pays les plus pauvres, donc une extraordinaire inégalité également. Deuxième raison donc, pour laquelle le développement et la permanence de ce mode de développement posent question. Troisième question, associée à cela, j'allais trop vite, donc on sait aujourd'hui que les réserves de matières premières, et notamment les ressources combustibles d'origine fossile, sont à brève échéance en voie d'épuisement. Et si l'on regarde la quantité d'eau qui, elle, est stable dans le monde, la disponibilité de l'eau, et notamment de l'eau potable pour l'hygiène et la santé et l'alimentation, diminuera dans des proportions extrêmement importantes dans le prochain demi-siècle, mais là aussi avec une discrimination extrêmement importante entre les types de populations. Ce qui fait que l'indicateur qui est très utilisé aujourd'hui, l'empreinte écologique, montre, Gus l'a rappelé tout à l'heure, que s'il fallait généraliser le mode de vie des plus riches à l'ensemble de la planète, celle-ci n'y suffirait pas.
Et certains fondent des espoirs sur la baisse de l'intensité énergétique ou la baisse de l'intensité en ressources naturelles pour produire, mais cette baisse-là n'est que relative parce qu'elle est plus compensée par le fait que la production continue d'augmenter partout, et même la dématérialisation de l'économie à l'échelle du monde n'est que relative parce qu'il y a toujours une infrastructure industrielle derrière une production qui devient majoritairement sous forme de services. Est-ce que la population mondiale joue un rôle dans cette... Est-ce que l'évolution de la population mondiale joue un rôle dans cette difficulté d'ordre environnemental? Évidemment, mais pas dans la même mesure que certains l'avaient cru il y a déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années, notamment lors de la publication du rapport devant le Club de Rome en 1972, où l'on pensait à l'époque que la population mondiale évoluait selon une progression exponentielle. Ça s'est révélé faux parce que le processus de transition démographique est amorcé à peu près partout dans le monde, et même dans beaucoup d'endroits accompli, pas partout accompli, mais il est amorcé au moins, ce qui fait que la population évolue selon une forme de courbe que vous voyez à l'écran, donc qui tend à se ralentir, dont la croissance tend à se ralentir pour sans doute se stabiliser, mais à un niveau au moins 50% de plus que celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors il y a une troisième raison, là je vais rester de 2 secondes quand même, troisième raison qui empêche de considérer comme durable le mode de développement qu'on a connu depuis 2 siècles, parce que ce mode de développement a été impulsé par et pour le système capitaliste, et je pense qu'il faut ajouter un élément à l'excellent exposé qu'a fait Gus tout à l'heure, ce qui s'est passé en amont du fameux tournant de 1979-80 dont il a parlé. C'est que s'il y a eu ce virage, c'est que s'il y avait eu 10 ans auparavant l'éclatement d'une crise structurelle du capitalisme qui est toujours caractérisée, vous le voyez à l'écran, par une chute formidable du taux de rentabilité, du taux de profit, donc en termes non euphémisés, taux de profit qui avait tellement chuté que les grands de ce monde ont décidé de prendre le taureau par les cornes en, premièrement, libérant le mouvement des capitaux pour permettre la restructuration formidable des activités économiques et financières à l'échelle du monde. Et c'est à la suite de cette décision qui va intervenir sur la décennie 70 qu'on peut dater effectivement les premières manifestations de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et vous le voyez à l'écran, le rétablissement des taux de profit dans les principaux pays du monde, ici États-Unis et Europe, ce rétablissement est quasiment d'un jour à l'autre. Dès l'instant où les capitaux vont être libérés et où les politiques vont être radicalement changées, le taux de profit va repartir à la hausse sans plus jamais baisser pratiquement. Donc le résultat est une extraordinaire diminution dans tous les pays de la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée. Donc ici un graphique qui provient de l'OCDE, donc peu susceptible de contestation, hein, ça ne vient pas des économistes critiques, c'est l'OCDE qui le propose, donc une baisse radicale de la part de la valeur ajoutée qui va à la masse salariale sous toutes ses formes, salaire direct comme protection sociale induite par les prélèvements sociaux. Alors, le développement pose question, la durabilité aussi, c'est que face à la fois aux difficultés pour vaincre la pauvreté et pour surmonter la crise écologique qui se profilait il y a une vingtaine d'années, la communauté internationale commence au début de la décennie 70 à faire émerger ce que l'on appelle maintenant le concept de soutenabilité du développement. Donc, il y a 2 moments très importants. C'est la publication en 1987 du rapport Brundtland, dans lequel on trouve la définition officielle du développement durable, qui est avalisée en 1992 à la conférence de Rio de Janeiro, et qui va avoir un retentissement important, notamment dans ce que l'on a appelé par la suite le protocole de Kyoto, qui est la mise en pratique, le début de mise en pratique d'une des conventions adoptées à Rio, la Convention sur le climat. Et ce protocole de Kyoto va être mis en place donc progressivement, et la date à laquelle il va être mis en place va être qui va être adopté, va être en 1997, et sa mise en œuvre quelques années après, lorsque une proportion suffisante de pays l'auront ratifié. Mais et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que c'est ça qui permet de comprendre les controverses qu'il y a aujourd'hui sur le concept de développement.
et notamment sur le concept de développement durable ou soutenable, c'est que dans la définition qui a été unanimement adoptée dans le monde entier, contenue dans le rapport Brundtland, se trouve en filigrane contenue la racine de la controverse, à savoir qu'on veut bien définir le développement durable comme celui qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs besoins futurs, mais la croissance économique doit être toujours durable, et le rapport Brundtland, sous la plume de Madame Brundtland, c'est elle-même qui rédige la préface, et elle dit que nous avons besoin, vous le voyez à l'écran, d'une croissance vigoureuse. Et donc, dès ce moment-là, à la fois dans le champ théorique et dans le champ politique, va se mettre en place une discussion autour de ce qu'est ce concept de soutenabilité du développement. Et pour schématiser les choses, vous avez deux conceptions. Une qui est dite par les tenants eux-mêmes, c'est-à-dire par les libéraux faibles, c'est-à-dire qui considèrent que le progrès technique sera toujours à même de compenser la raréfaction des ressources, voire leur disparition, et pour cela, il suffit d'être suffisamment prévoyant et de réinvestir constamment dans une production de capital manufacturé, ce qui permettra de remplacer les ressources épuisées. Et donc cette hypothèse que le progrès technique permettra de toujours remplacer les ressources naturelles épuisées est au fondement de la croyance que la croissance économique pourra être éternelle, et comme elle le peut, elle doit. Vous le comprenez facilement. À condition, bien sûr, d'avoir les ressources financières. Et les ressources financières pour préparer ces investissements sont constituées par ce que les économistes spécialistes appellent l'internalisation des effets externes, par le biais soit de la mise en place d'une taxe dite écotaxe, soit par la mise en place d'un marché où on échange des permis d'émission, et le protocole de Kyoto en est un premier exemple que vous connaissez très certainement. Mais face à cette conception, il existe une autre conception diamétralement opposée où l'on refuse le postulat précédent, à savoir la substitution possible, la possibilité de substituer éternellement du capital manufacturé aux ressources naturelles épuisées, et à partir de là, doit se définir une autre stratégie qui consiste à ne jamais dépasser les seuils au-delà duquel la nature est incapable d'absorber nos déchets, et le seuil au-delà duquel on ponctionne sur la ressource plus que celle-ci ne peut se régénérer. D'où la mise en avant du fameux principe de précaution, qui est sans doute à la racine même de cette seconde conception. Et vous voyez, dans la contestation de ce principe, réapparaître dans le débat public le fait que ce principe de précaution nous empêche de dynamiser l'activité économique. Et vous comprenez, par exemple, je ne sais pas si en Suisse vous avez eu un écho de cette discussion, par exemple, il y a une commission que Sarkozy a mis en place en France, présidée par M. Attali, qui a pour tâche d'imaginer les moyens de libérer la croissance. Vous voyez un petit peu ce qui peut se cacher derrière cette thématique-là. Mais, de fil en aiguille, plus on creuse cette seconde conception alternative à la précédente, plus on s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas forcément compatibilité entre une conception de la soutenabilité forte, ainsi définie, et la logique du capitalisme. Et donc, on va retrouver un second type de débat, si je peux dire ainsi, entre ceux qui pensent que le capitalisme et sa loi du marché sont éternels, et puis ceux qui pensent que c'est une étape de l'histoire de l'humanité, mais peut-être pas plus. Surtout que... C'est que j'en suis. Oh, ça va ? il reste encore 5 minutes. 5 minutes. Oh, c'est pas beaucoup. Grosse. C'est l'adjectif qui est important. Surtout que, dans le même temps, émerge une discussion entre scientifiques sur la nécessité ou non d'appliquer à l'économie les lois de ce que les physiciens appellent la thermodynamique. Alors, de quoi s'agit-il très très sommairement ? Tout système isolé, c'est-à-dire qui ne reçoit ni matière ni énergie de l'extérieur, est frappé par ce que les physiciens appellent la loi de l'entropie, c'est-à-dire que la chaleur, la quantité d'énergie est constante, mais la chaleur récupérable va en déclinant. Et est-ce que la planète Terre est dans ce cas-là ? Et là, il y a une grosse discussion, il y a eu dans les années 70-80 une grosse discussion, notamment à partir des travaux
du mathématicien économiste roumain Nicolae Georgescu-Roegen, qui mettait en avant ce principe d'entropie, et il en ressort aujourd'hui la conclusion que je vous livre sans vous passer le détail du débat. La planète Terre n'est pas un système isolé, puisqu'elle reçoit en permanence un flux d'énergie solaire qui permet à la vie de se constituer, de se restructurer, de se complexifier dans le temps, mais le problème est que le temps biologique, le temps physique, le temps chimique qui est nécessaire pour que la vie se perpétue, se complexifie, se développe grâce au flux d'énergie solaire, n'a rien à voir avec le temps de la décision humaine et surtout avec le temps de la décision économique, qui est une temps de 10 ans, au-delà de 10 ans, on ne sait pas ce que ça devient l'économie, alors qu'il a fallu 600 millions d'années pour constituer des combustibles aujourd'hui fossilisés. Donc vous voyez que ce temps-là, radicalement différent, radicalement différents, nous oblige à faire comme si, justement, nous étions face à une planète qui ne recevait pas cette énergie solaire, puisqu'il faut compter avec la rareté des ressources. D'où, dernière partie de mon exposé, un débat qui commence à prendre sens dans le public sur ce qu'il convient de faire pour faire face à ces contradictions-là, tant sociales qu'écologiques, que politiques, croître, décroître ou redéfinir le développement. Je dis quelques mots de ces différentes alternatives, de ces différentes branches d'alternatives très complexes, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Bon, croître, vous le voyez, la contestation de la possibilité de croître éternellement est contenue dans ce que je viens de dire. Restent deux branches de l'alternative. Est-ce qu'il faut s'engager vers la décroissance et le refus du développement, ou est-ce qu'il faut redéfinir le développement? Mes deux camarades précédents l'ont déjà introduit cette discussion, ça va permettre d'aller un petit peu plus vite. Les partisans de la décroissance ont des arguments solides à leur actif, mais comme tout argument, ils sont susceptibles de réfutation, en tout cas de discussion. Grosso modo, 3 arguments. Historiquement, disent-ils, on n'a jamais vu de dissociation durable entre croissance et développement, donc comme les dégâts de l'un sont les dégâts de l'autre, il faut refuser en bloc les deux, croissance et développement, d'autant que le développement, deuxième argument, a été, depuis 2 siècles ou 3, le vecteur de la domination occidentale sur le reste du monde. Et comme cet Occident, troisième argument, a inventé l'économie et le développement en même temps, mais il faut sortir de l'un et de l'autre parce que l'économie et le développement ne peuvent autre que ce qu'ils ont été, un petit peu comme on disait autrefois, pour stigmatiser les sociétés de l'Est, c'est le socialisme réellement existant. Là, il y a le développement réellement existant, il n'y en aura jamais d'autre. Bon, ces arguments ont beaucoup de force, mais peuvent être passés aussi à la question, si vous me permettez cette expression brutale. D'abord, si la croissance était inhérente à la dynamique du capitalisme, est-ce qu'on peut dissocier les deux discussions, croissance, décroissance et le capitalisme? Si l'on dit qu'il faut décroître, mais jusqu'où? Parce qu'autant la croissance infinie est une absurdité, autant si on met pas de limite à la décroissance, vous tendez vers zéro, ce qui est aussi absurde. Bref. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a pas d'autre économie que le capitalisme? Est-ce qu'il est vrai qu'il faut renoncer au plein emploi? Est-ce qu'il est vrai qu'il faut sortir de l'économie monétaire? Et d'autant que la population mondiale va encore augmenter de moitié. Mais ce sont là des arguments de l'ordre finalement de l'économie, presque technique. Il reste un argument qui est plus de l'ordre de la philosophie politique et qui nous ramène à la discussion fondamentale sur le développement. Il y a certainement, pour partie, parce qu'il faut être toujours nuancé quand on prononce ce type de critique, et dans ma bouche je veux être nuancé, il y a pour partie au moins un voisinage avec ce que les anthropologues appellent le relativisme culturel, dans le refus ou les réticences dans les thèses de la décroissance à admettre qu'il puisse exister des droits universels pour tout, l'universalisme étant quelque chose qui est vu avec beaucoup de circonspection, pour ne pas dire de réticence. Et je pense que là, il y a des questionnements qui méritent d'être approfondis, parce que s'il est vrai qu'il faut revisiter la conception du progrès que l'on a reçue de la philosophie des Lumières, il n'est pas sûr qu'il faille jeter aux orties l'ensemble de la philosophie des Lumières. Et notamment, c'est très important pour amorcer une discussion sur les droits humains qui pourrait être à la base d'une redéfinition
radicale du développement, et qui évidemment, au fur et à mesure que les besoins essentiels sont satisfaits, devra être déconnecté de la croyance que la croissance économique est absolument indispensable au bien-être humain. Donc, vous voyez à l'écran un certain nombre de pistes que je ne détaille pas parce qu'il me manque du temps, mais on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Je dis deux choses, je reste sur 2 points quand même parce que ça me paraît extrêmement important, surtout dans le contexte de bataille sociale qui émerge en Europe. En France, on en sait quelque chose, mais je pense que ça ne concerne pas que les Français. Je crois que tous les Européens sont concernés, même ceux comme les Suisses qui ne font pas partie de l'Union européenne sont concernés par cette discussion. Je crois qu'au fondement de la redéfinition radicale du développement, progressivement dissocié de la croissance économique, il y a l'idée d'utiliser les gains de productivité permis par les connaissances humaines, permis par les progrès de la technique, pour réduire le temps de travail et non pas pour toujours produire et consommer davantage. La réduction du temps de travail, je pense, sera l'une des pistes pour construire notre imaginaire sur la conception du bien-être. Et ce qui veut dire qu'on redéfinit en même temps ce qu'on entend par richesse et on réhabilite ce que les premiers économistes, à la suite d'Aristote, avaient radicalement distingué, la valeur d'usage par rapport à la valeur d'échange marchande, vieille conception de l'économie politique, mais que la science économique moderne s'est bien gardée de reprendre à son compte, puisqu'il n'y a de légitimité dans le capitalisme que pour ce qui se vend sur le marché. Et vous entendez partout le discours sur la diminution nécessaire des dépenses publiques et des dépenses sociales. Bon, et alors là, je termine en disant que on passe effectivement à une conception du développement à partir des droits pour tous, c'est ce qu'a dit Gus tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, c'était très très clair, et bien sûr il faut réunir un certain nombre de moyens qui sont des moyens qui sont cruciaux pour les populations du Sud, et notamment en termes d'accès à la terre, notamment en termes d'annulation de la dette de ce qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps le tiers-monde, mais vous voyez que ça ne suppose de revenir sur ce starter, sur ce coup d'accélérateur qu'a été la libéralisation des mouvements de capitaux au tournant des années 70. Si on ne revient pas là-dessus, sur cette liberté accordée aux capitaux de circuler, eh bien l'annulation de la dette, la suppression des paradis fiscaux, la mise en place de taxes globales pour financer les biens communs de l'humanité, eh bien on pourra toujours prier pour croiser les doigts pour les obtenir. Si on ne remet pas en cause la circulation des capitaux, il me semble qu'on serait tout à fait dans l'incapacité d'atteindre ces objectifs. Donc bref, je conclus. En revenant sur mon petit mot d'introduction, je suis parti de l'idée que au cours des années 50-60, il était convenu que la croissance était une condition nécessaire du développement, mais pas suffisante. Mais peut-être qu'il faut se dire aujourd'hui que le développement qui permettrait de répondre aux besoins de tous les êtres humains et puis de ne pas sacrifier les générations futures serait un développement qui cesserait de croire que la croissance pourrait être une condition toujours nécessaire. Nécessaire sans doute un temps. Si on veut que l'accès à l'eau potable soit permis, il faut construire des réseaux d'adduction d'eau, et ça c'est de la construction, donc de la croissance, mais ça ne signifie pas nécessairement que cette croissance-là sera toujours aussi nécessaire que l'on peut le supposer au départ. Bref, on a affaire à une discussion qui n'est plus économique, mais qui est de l'ordre de la philosophie politique, et c'est heureux. Je pense que c'est sur ce terrain-là, effectivement, qu'il faut placer la discussion, et je crois que j'ai terminé mon temps. Je vous remercie. Merci.